Alors, Aurélien Barraud, je ne sais pas s'il faut que je le présente, mais tout de même, Aurélien Barraud est astrophysicien spécialisé dans la physique des astroparticules et des trous noirs et en cosmologie. Je ne comprends absolument rien de ce que je raconte, mais bon, voilà. Il travaille au laboratoire de physique subatomique et de cosmologie de Grenoble. Il est également professeur à l'université. Il est responsable du master de physique subatomique et de cosmologie de Grenoble. Quand il n'étudie pas les trous noirs, Aurélien Barraud conseille des réalisateurs de science-fiction. Il a été compagnon cosmique, compagnon de route de Claire Denis pour son film High Life, compose des poèmes, s'engage en faveur de l'environnement. C'est pour cela que nous avons invité Aurélien Barraud. Il a notamment lancé avec l'actrice Juliette Binoche un appel intitulé « Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité », signé par plus de 200 personnalités dans le monde, le 3 septembre 2018, à la suite de l'émission de Nicolas Hulot de son poste de ministre de la Transition écologique le 29 août 2018. Et du coup, Aurélien Barraud appelle le gouvernement à une action ferme et immédiate face aux dangers du réchauffement climatique. L'impact de cette tribune était sans précédent sur un sujet concernant l'environnement. En 2 jours, l'appel avait été partagé par 173 000 utilisateurs Facebook. En résumé, pour Aurélien Barraud, on pourrait dire, ou lui-même le dit, je crois que vous le dites, d'abord on sauve le monde, ensuite on voit. Donc on propose à Aurélien Barraud une petite formule d'interpellation pendant 7 minutes pour pouvoir poser les enjeux de son point de vue. Bonsoir, merci beaucoup de votre invitation. Je crois que le monde est mort. Mundus, en latin, comme cosmos, en grec, contient l'idée d'harmonie, de convenance raisonnable, de sens découvert ou inventé. Suivant cette acception, nous avons déjà tué le monde. Pourtant, quelque chose subsiste, nous sommes là, et notre responsabilité est immense, sans pareil, dans la longue histoire de notre vieille planète. Nous avons décidé de léguer, non pas aux générations futures, mais à un avenir déjà tangible, un espace, vraisemblablement bientôt nervuré de guerres, de famines, de pandémies. Ce n'est pas une projection collapsologique, c'est l'analyse rationnelle, factuelle de l'état écologique de la planète. Nous avons collectivement décidé de créer une Terre à la diversité mutilée et à la subtilité étiolée. La situation est donc triste, mais en contrepoint, j'entrevois aussi un espoir, presque un enchantement, parce que nous sommes ceux qui doivent réinventer un monde. Autrement dit, nous devons tout réécrire, possiblement pour le meilleur. J'accuse l'humanité insensible aux souffrances d'ores et déjà engendrées de crimes contre la vie. J'accuse l'humanité ne cherchant pas un ailleurs à l'actuel système mortifère de crimes contre l'avenir. Bref, état des lieux. La question principale aujourd'hui n'est pas, à mon sens, de sauver le climat. C'est bien plus vaste que cela. Il ne s'agit même pas de pallier un manque, mais bien plutôt de juguler notre fascination pour la fructification de l'excès. Et ce n'est pas une prédiction, c'est un bilan. C'est en cours, c'est en train de se faire. Dans les 40 dernières années, nous avons éradiqué 70% du vivant. Pourquoi ? D'abord, à cause de la fonte, du rapetissement des espaces vierges. Les vivants non humains n'ont tout simplement plus de lieu pour exister. Chaque année, la superficie des villes augmente de 400 millions de mètres carrés, celle des forêts diminue de 70 000 kilomètres carrés. Notre expansionnisme est intenable. Ensuite, il y a le problème de la pollution. Vous savez que l'océan de plastique fait aujourd'hui 3 fois la taille de la France, que sa masse est en augmentation exponentielle. Et ici, en France, dans les 4 dernières années, la pollution a tué 750 fois plus que le terrorisme. Ça n'excuse pas ce dernier, bien évidemment, mais ça devrait de fait nous placer en état d'urgence environnementale, ce qui n'est manifestement pas le cas. Et enfin, il y a effectivement le réchauffement climatique, puisque nous sommes actuellement sur une pente, non pas à 1 ou 2 degrés, mais à 5 ou 6 degrés en un siècle, avec des conséquences incalculables.
En parallèle de cette angoisse écologique se dessine bien sûr la question sociale. Je ne crois même pas qu'elle soit indexée à la première. Je dirais plutôt que c'est le verso d'une même sensibilité à la vie. Un enfant meurt de faim en ce moment toutes les 6 secondes. Nous tuons chaque année 1000 milliards d'animaux dans des conditions épouvantables. Je ne crois pas que le sort des plus démunis en France soit particulièrement enviable, ni d'ailleurs celui des réfugiés qui agonisent devant nos frontières closes. Je ne crois pas que le racisme, le fascisme, le sexisme aient manifestement disparu de la surface de la planète. Il faut donc appréhender la situation dans toute l'étendue de ces circonstances. Que faire ? Bien sûr, je ne sais pas, mais je vois d'abord un axe d'action au niveau de l'éthique individuelle. On sait tous que les petits gestes ne suffisent pas, mais rien ne serait plus cynique et presque obscène que de ne pas les entreprendre. Parce qu'il ne peut pas y avoir de révolution globale sans qu'il y ait une révolution locale. Ça ne s'est jamais fait. Bien sûr, les entreprises les plus nocives doivent voir leur comportement infléchi, mais enfin, en attendant, nous ne sommes peut-être pas obligés d'acheter ce qu'elles produisent. Il n'a échappé à personne qu'un ouvrage qu'on se procure en librairie ne coûte pas plus cher que suivant certaines officines Internet aux pratiques peu scrupuleuses. On ne peut pas continuer avec l'utilisation débridée de l'automobile et, pour ceux qui en ont les moyens, des transports aériens. Que ça plaise ou non, on ne le peut pas. Je crois que nous devons reconnaître que nous nous sommes collectivement trompés dans notre manière d'habiter l'espace. Mais il me semble essentiel que le coût de la reconversion soit évidemment pris en charge par ceux qui en ont les moyens et non pas une fois de plus, une fois de trop, par ceux qui n'ont presque rien. Deuxièmement, il y a un axe d'action économique, à court terme. Je pense par exemple au pacte finance-climat qui souhaite lever des fonds à taux d'intérêt zéro pour la transition écologique. L'instigateur de cette affaire, Pierre Larouturou, rappelle que la BCE crée chaque année 1000 milliards d'euros qui sont essentiellement réinvestis dans la spéculation et que si le climat était une banque, nous l'aurions déjà sauvé. C'est une question de volonté et pas de faisabilité. À plus long terme, je crois que c'est toute notre architecture économique qu'il faut repenser. Autrement dit, il faut déconstruire cette fascination pour la croissance matérielle qui n'est pas tenable écologiquement et probablement pas souhaitable éthiquement. Pour le dire simplement, si on veut endiguer la pauvreté et cesser de détruire le monde, je crois que nous n'avons pas d'autre choix que de partager. Troisièmement, ne négligeons pas la dimension politique. Je crois qu'aujourd'hui, les actions sont sans commune mesure avec ce qui serait nécessaire compte tenu de la situation. Nous sommes tous faibles, et moi le premier, mais nous sommes parfois suffisamment sages pour comprendre que l'action collective peut effectivement nous sauver. Et au niveau politique, beaucoup reste à faire, qu'on ne nous parle plus, certainement plus, du risque d'une dérive totalitaire, d'un stalinisme vert. Ça m'agace profondément, personne ne veut cela, tout le monde aime la liberté. Mais enfin, aujourd'hui, le véritable risque liberticide, c'est la perte de la liberté d'exister. C'est la perte de la possibilité de pouvoir vivre dans un monde qui ne soit pas dévasté. Et je crois que c'est précisément ici qu'il faut faire porter l'effort. Quatrièmement, ne négligeons pas une dimension symbolique. Nous sommes des êtres de symboles. Nous aimons tous être aimés. Et là, il y a un gigantesque levier d'action qui ne dépend ni des lobbies, ni du pouvoir économique, ni du pouvoir politique. Nous pouvons changer notre regard sur les choses. Et ce regard est performatif. Croyez-moi, quand on aura tous décidé qu'une bicyclette est plus sexy qu'une voiture de sport, plus personne ne voudra de voiture de sport. Je crois que nous pouvons, par notre regard, ringardiser les comportements trop prédateurs vis-à-vis de la nature et vis-à-vis de nos semblables, alors même qu'ils sont jusqu'alors plutôt méliorativement connotés. Cinquièmement, ne négligeons pas la dimension philosophique. Je ne crois pas que l'on puisse continuer à se penser en maître et possesseur de la nature, ni même d'ailleurs en défenseur de la nature. Nous sommes tout simplement une partie de la nature. Il faut rompre avec ce fantasme de discontinuité. Et ça me semble tout à fait essentiel parce que, vous voyez, c'est un peu la logique des réserves naturelles. Elles sont très légitimes et très importantes à court terme, mais ça n'a aucun sens. Comme si la nature ne pouvait exister que dans des microcosmes bien choisis. La réserve, ça devrait être la terre.
avec éventuellement des microcosmes d'hubris industriel. Il faut renverser le rapport de normalité. Et enfin, sixièmement et dernièrement, je crois à la dimension poétique. Parce que le poète, c'est celui qui sait que dans l'infime de son texte, il doit être humble et rigoureux, mais qui sait que la totalité de la grammaire du réel peut aussi, à chaque instant, être réécrite. Je crois que l'avenir sera poétique ou ne sera pas. Merci.